Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce live LinkedIn consacré à une problématique, vous allez le voir, qui est très contemporaine, qui peut-être vous cause bien des soucis. Et cette problématique, c'est la purge des données personnelles dans le cadre du RGPD. Alors, pourquoi la mise en application de cette exigence est-elle particulièrement complexe? Comment faut-il appréhender le sujet? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser à notre experte ici présente. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour Patricia. On va en profiter parce que tu as un magnifique bureau, donc c'est l'occasion de montrer un peu aussi nos conditions de travail. Nous sommes très bien accueillis chez Inalis, Voilà. effectivement. Donc, je le disais en introduction, on va parler d'un sujet d'actualité. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc toi, tu es Practice Manager Senior chez Humanis. Tu es un petit peu notre Madame RGPD. Et donc, pour toi, le sujet purge des données personnelles n'a pas de secret. Alors, déjà, avant toute chose, moi j'ai une question, j'aimerais te poser la question suivante parce que je t'avouerai que lorsqu'on a préparé cet événement, le fait d'utiliser le terme purge, moi ça m'a choqué parce que déjà je ne le trouve pas très élégant. En plus, dans le monde de l'informatique, c'est la première fois, généralement on parle de suppression de données ou effacement, mais là tu m'as dit non, non, le terme c'est purge. Alors pourquoi utiliser ce terme? Ce terme purge est un terme qui a, on va dire, plusieurs significations. En fait, derrière purge, il y a la notion d'effacement, de destruction de données. Selon qu'on va travailler, on va dire, en opérationnel, métier, service RH, service marketing, service communication ou autre, la notion de purge, la notion d'effacement, c'est j'appuie sur le bouton suppresse et derrière le bouton suppresse, eh bien, que se passe-t-il? On va comprendre que dans la vision ici, appuyer sur le bouton suppresse, c'est pas forcément effacer. Appuyer sur le bouton suppresse, c'est converti par le système d'information comme transformer ce fichier en espace à nouveau disponible à la réécriture. Le fichier n'est pas effacé, il n'est pas détruit. D'accord. Donc la notion de purge pour le système d'information, c'est rendre disponible à la réécriture. Le problème du métier, c'est de prendre de l'espace, mais aussi faire disparaître les informations. Le métier sait qu'à une certaine date, les données doivent disparaître. Donc, il pense qu'en appuyant sur le bouton suppresse, tout disparaît. Le service informatique, lui, va avoir une autre vision. Il a en enjeu la notion et le principe très important, parce qu'on frappe très souvent à sa porte en lui demandant de l'activer, c'est le principe de la rémanence des données. Coucou, bonjour chers collègues, j'ai fait disparaître par erreur ce fichier. S'il te plaît, aide-moi, j'en ai absolument besoin, c'est dans l'heure, il faut qu'il puisse revenir. Donc il y a des systèmes de restauration à 1 jour, 2 jours, 6 mois, 1 an, qui font juste la démonstration que l'effacement n'est pas effectif, l'effacement n'est pas fait. Dans tout ça, que nous dit le RGPD? Le RGPD nous dit, c'est très court, hein, il y a un article 5 qui dit que la durée de conservation, au-delà de la durée de conservation, on parle d'effacement définitif et pas de rendre disponible à la réécriture. La durée de conservation ne doit pas dépasser la durée nécessaire au service de la finalité. Le RGPD, lui, veut une destruction définitive. D'accord. Donc RGPD égale destruction, c'est-à-dire que je sois dans l'incapacité, même si je souhaite récupérer, restaurer mes données, une fois que j'ai appuyé sur le bouton, c'est terminé. Exactement. On a détruit les données. Alors, que faut-il faire? Je te vois venir. Parce que la question, c'est simple de détruire des données de manière définitive? Il y a une école assez ancienne, hein, celle de M. Gutmann, qui prévoyait jusqu'à 35 repassages en réécriture. C'est-à-dire, tout le monde peut, de son côté, prendre une page blanche, écrire Cyril, et essayer de réécrire avec le même stylo dessus un certain nombre de fois pour essayer de comprendre combien de passages il faut pour que le premier mot soit définitivement illisible. Il faut passer 35 fois. Lui disait 35 fois. Bon, il est revenu, bien évidemment, sur cette position en disant qu'il faut vraisemblablement moins de passages. Et puis, on a aussi l'inscription en caractère vraiment aléatoire. Plutôt que de repasser
je sais pas, mon caractère Arial, petit, grand, je ne sais quoi, ou mettre des caractères aléatoires aussi. Un certain nombre de passages avec des caractères aléatoires peut s'avérer suffisant. D'accord. Mais quelque part, appuyer sur le bouton suppresse n'est pas suffisant. Il faut vraiment pouvoir mettre en place un mécanisme systématique de réécriture. Mais donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils pour détruire des outils disponibles sur étagère? Je pense qu'on donc, c'est justement notre prochain slide. Donc là, je vois qu'il y a différents outils, c'est ça? Alors, il existe énormément d'outils. Il y en a véritablement beaucoup. On a choisi ici de se focaliser sur les 5 outils qui sont le plus souvent shortlistés, il y a beaucoup de ceux, le plus souvent shortlistés dans les revues spécialisées. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un que tu préfères parmi ces 5-là que tu as retenus? Alors, le plus souvent shortlisté et le plus connu, ce sera Eraser. Ouais. Alors, il faut savoir que ces 5-là sont libres. Ils sont libres de droit. D'accord. Sont des logiciels libres que l'on peut véritablement télécharger. Diban nous offre une petite particularité qui est assez sympathique. On a tous un client qui nous demande dans un contrat d'envoyer un certificat de destruction. Eh bien, Diban propose, moyennant finance, c'est un peu son modèle économique, de produire des certificats de destruction, ce que ne proposent pas les autres. Ils ont tous au moins 35 passages. Certains vont jusqu'à 70 passages en réécriture. Donc, on est sûr, si on met en place exactement au bon endroit, au bon moment, l'action, le process servi par une de ces applications, on est sûr de la destruction. Par contre, attention, point d'attention, point de vigilance, la destruction, elle est définitive. Ouais. Et là, on appuie sur le bouton. Et on ne peut pas revenir. Adieu rémanence de données une fois qu'on a appuyé sur ce bouton. C'est-à-dire que le DSI a entre ses mains une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a appuyé, il ne s'agit pas de se dire « zut, il faut que je récupère les données parce qu'au final, elles m'étaient bien utiles, c'est terminé ». Donc on peut même couler une boîte avec ce type d'outil. Alors, couler une boîte, je n'irai pas jusque-là. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas concevoir un programme de destruction ou un programme de purge de données sans se lancer dans une vision 360. Voilà, parce que c'est-à-dire que le métier, excuse-moi, le métier qui a pris l'habitude de frapper à la porte de son interlocuteur informatique en lui disant « je veux actionner la rémanence des données », il va falloir que quelque part, il comprenne que ce n'est plus possible, que la destruction est telle, l'informaticien doit prendre confiance en lui. Alors, ça va aller au service des systèmes très importants, services type Big Data, autres, parce que quelque part, la masse de données dessert la vélocité, dessert l'efficacité et la qualité des données. Il faut vraiment partir sur de la donnée de qualité, de la donnée purgée, de la donnée véritablement efficace. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, détruire des données, c'est très simple. Il y a plein d'outils disponibles sur étagère. Après, toute la question, et tu l'as dit, l'enjeu, c'est de savoir en fait quelles sont les données qu'il faut détruire pour être conforme au RGPD et quand. Et alors là, c'est quoi la solution? Comment faut-il appréhender? Comment sait-on c'est quoi la règle via le RGPD? Alors, on va peut-être changer de slide. Alors là, je te propose et je vous propose de prendre un exemple que nous connaissons tous, avec lequel on est fatalement tous familiarisés puisqu'on est passé par là. On va parler d'un processus de recrutement. Processus de recrutement, en soi, c'est une finalité au sens du RGPD. Finalité, c'est une utilisation légitime de données par une entreprise. D'accord. Donc c'est un exemple, en fait. Tu prends un exemple concret. Je prends un exemple. D'accord. Okay. Je prends un exemple. Le recrutement. Voilà. Pour recruter, j'ai besoin de connaître ton nom, ton prénom. Mon CV, je vais donner mon CV. Voilà, une photographie, et puis peut-être tu vas donner tes prétentions salariales. Ça peut arriver. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ne sois pas ambitieux, ça va venir, mais ça ne va pas venir, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc, on a dans le CV énormément d'informations. Elles ont une première vie pendant le stade du recrutement. Le recrutement, il va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. À la fin de ce stade de recrutement,
elles vont passer dans ce qu'on va appeler les archives intermédiaires. La CNIL propose de faire durer ces archives intermédiaires pendant 24 mois. À la fin de ces 24 mois, les données qui n'ont pas, des candidats qui n'ont pas été sélectionnés doivent être détruites définitivement. On ne doit pas s'en resservir. Au bout de combien de temps? 24 mois? 24 mois. C'est-à-dire que si je passe un entretien dans une entreprise et qu'au final, je ne suis pas recruté, l'entreprise peut garder pendant 24 mois mes données, mais au bout de 24 mois, je n'existe plus dans leur système. Normalement, elle est censée les détruire. C'est la durée légale autorisée, elle est censée les détruire au bout de ça. Donc, pendant la durée, vraiment le recrutement actif, elle est l'action sur les données, l'action de lire, d'analyser les informations de tous les candidats pour pouvoir en sélectionner un. C'est ce qu'on appelle le passage en base active. Par contre, le candidat sélectionné, ces informations, elles vont passer de la base active recrutement à la base active embauche, gestion du personnel. Donc là, on a déjà 2 processus sur lesquels les données sont nécessaires. Et là, la durée va être beaucoup plus longue. Elle va être plus longue et en base active et en archivage aussi intermédiaire, avant destruction. Maintenant, ici, on a fait un tour sur juste un point d'entrée unique, c'est-à-dire les données de ton curriculum vitae. Et les données de ton curriculum vitae, on a déjà vu que ça suit 2 processus métiers au sein des RH. Maintenant, moi, c'est mon tour de te poser une question. À ton avis, tes informations, où circulent-elles aussi dans l'entreprise? Qui a tes données, tes informations? À mon avis, je serais très certainement très surpris par le nombre de fois qu'on en apparaît, même sur des solutions que je ne connais pas. À mon avis, ça doit être très compliqué de le savoir. Donc, je te fais une réponse de Normand, mais j'ai presque envie de te dire que, à mon avis, que je suis un peu partout. Je ne sais pas ce que font exactement les gens de mes données, mais je suis très certainement, en tant que collaborateur, référencé un petit peu partout. Alors, tu es partout parce que tu es une personne très importante, mais tu n'es pas le seul. Véritablement, les données des salariés vont circuler sur, on va dire, pratiquement l'ensemble des services et l'ensemble des applications métiers. Elles sont partout. Donc, le RGPD dit on suit une durée d'utilisation en fonction d'une finalité. Et là, on a parfois un défaut de compréhension entre RGPD, métier, système d'information, parce que le système d'information, lui, il va suivre la donnée elle-même. Donc, comment sur une même donnée, lui donner la durée de conservation stade recrutement, la durée de conservation stade gestion du personnel, la durée de conservation stade log, données de connexion, IP, ainsi de suite. Après ça, on va passer à la paye. Ensuite, on va passer dans les flux d'informations qu'on a de façon assez mécanique sur la vie de l'entreprise. Et ton nom, ton prénom va avoir ici et là plusieurs durées de conservation. Comment faire en sorte que ça communique? Comment faire en sorte que ça matche? Alors, le RGPD nous donne son exigence. Je donne la durée au service de la finalité, et la finalité, elle est légitime en fonction de ce qu'on appelle une obligation légale, une obligation contractuelle ou un consentement explicite. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de me dire, c'est que chaque donnée a une date limite pas de consommation, mais de conservation. Un petit peu, si je devais vulgariser, un petit peu comme dans un grand magasin, chaque produit a une date limite de consommation, et lorsque le produit est périmé, il y a obligation pour le distributeur de retirer ce produit. Et donc là, on est vraiment dans la même logique. Un DSI a des quantités de données, mais il y en a certaines qui doivent être à un moment retirées de son système d'information parce qu'elles ne sont plus consommées, c'est ça? C'est ça la logique? Alors, le RGPD nous dit que la donnée personnelle doit figurer au rayon frais de ta grande surface. D'accord. Donc là, tu vois, c'est le rayon frais. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'éterniser. Il ne s'agit pas de la garder vitam aeternam. On est complètement d'accord. Donc, de façon assez générale, il y a des dates très courtes et puis des dates un petit peu plus longues, comme dans tous les produits de consommation en général. Mais la donnée à caractère personnel doit avoir
une date limite de consommation. Maintenant, pour pouvoir la définir, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer juste avant, c'est que pour pouvoir définir, attacher à une donnée sa durée globale, on va dire, de consommation ou de conservation dans les systèmes d'information, on a besoin de travailler et de comprendre ce qu'on appelle le data life cycle, là aussi Le cycle de DLC, vie. le Ouais. cycle de vie de la donnée. D'accord. Parce que, tu vois, on a évoqué le sujet ensemble juste avant. Clairement, ta donnée, elle est partout. Tes informations, elles sont Ouais. un petit peu partout, Ouais. tu vois. Donc, à quel moment est-ce qu'elle doit disparaître ici, réapparaître là? Est-ce que je dois partir sur on va dire, une équation globale sur les noms-prénoms, ou est-ce que je dois faire du distinguo selon que je suis ici, 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 ici ou là? Et là encore, on a quelques... Ouais. Mais peut-être avant que tu nous dises Oui, comment il faut appréhender le sujet, j'ai envie de te poser la question suivante, parce que je reviens à mon magasin, à mon directeur de magasin. C'est vrai que si je laisse des produits périmés, ça va se voir. oui. Et je risque d'avoir des problèmes avec des clients. En revanche, je suis DSI. Je laisse des données périmées, pas vu, pas pris. C'est quoi mes risques de... Si, disons que je ne purge pas mes données, est-ce que je me mets en... J'imagine que je me mets en situation de risque, sinon on ne ferait pas ce live, mais quel est le risque exactement? Bon, déjà, c'est un risque parce que c'est une non-conformité réglementaire, c'est Ouais. une non-conformité majeure à la réglementation applicable, donc au règlement sur la protection des données à caractère personnel. Et quelque part, être hors la loi, donc bien évidemment, on a le chapelet des sanctions, hein, sanctions administratives, sanctions aussi avec des actions collectives. On a des actions collectives véritablement spectaculaires qui ont eu lieu sur les Pays-Bas. On a de plus en plus d'amendes, et il y a des constats en ce moment qui sont assez évidentes et qu'on partage entre personnes qui ont le même métier que moi. On constate qu'on est sur une augmentation de plus de 30% des amendes sur les CNIL européennes depuis les 6 derniers mois. Donc, quelque part, c'est assez fort. Maintenant, le premier risque, c'est celui de l'inefficacité des systèmes. C'est-à-dire, on a très rapidement un engorgement. C'était beaucoup plus visible à l'époque où on avait des archives papier. Clairement, les RH étaient obligés de façon très régulière de faire du vide dans les archives papier. Il y a un moment où les espaces de stockage dans les systèmes sont aussi complètement saturés et il n'y a plus de place. Donc, mettre de l'espace de stockage au bout de l'espace de stockage, ce n'est pas sain. C'est des données qu'on oublie, des données qui sont absolument inutiles. Ce n'est pas sain pour l'entreprise véritablement de les garder. Ouais, parce que souvent, moi je me mets à la place d'un DSI, on pourrait se dire, plus j'ai de données, plus je suis riche, plus je vais pouvoir faire du big data et autres, mais finalement, peut-être que l'ennemi... Le seul petit souci, c'est que la donnée qui est dans ton système d'information, parce que c'est le tien, c'est pas le mien, hein, celui que tu décris, la donnée qui est dans ton système d'information, c'est une donnée qui a dépassé la date limite d'autorisation légale à conserver. Ce qui veut dire que c'est une donnée que tu n'as pas le droit d'utiliser. C'est une conservation inutile. D'accord. Tu vois. Ouais. Et puis, je voudrais quand même faire le lien. Alors, je ne sais pas si la question est pertinente, mais on parle beaucoup de cyberattaques. Donc, qui dit cyberattaque dit vol de données. Donc, si je purge régulièrement mes données, dans un sens, je protège aussi mes collaborateurs, non? Alors, il est d'usage de préciser aux métiers, aux personnes qui utilisent leurs données, que les données dormantes, les données stockées et non utilisées, les données inutiles, sont celles sur lesquelles parfois on va avoir le moins de vigilance. Le métier va surveiller, on va dire, comme le lait sur le feu, les informations dont il a besoin régulièrement, mais les données dont il n'a pas besoin et qui sont juste là conservées à titre d'une obligation légale, et pour lui, dans sa tête, la probabilité qu'il les réutilise un jour, on en est là. C'est-à-dire, si ça sort de la base active, c'est que c'est inutile. Donc la probabilité qu'il les réutilise un jour, pour lui,
c'est véritablement du 1, 2, 3, 10% maximum. Ce sont des données, si elles sont piratées, si elles sont détruites, si elles sont rendues inefficaces d'une façon ou d'une autre, on risque de passer à côté de cette information. Ce sont des données difficiles à protéger parce qu'elles font l'objet de beaucoup moins de vigilance. J'ai une autre question. Bon, tu nous as expliqué dans un premier temps qu'aujourd'hui, c'est très simple de trouver des outils pour détruire de la donnée. D'un autre côté, ce que tu nous as expliqué, c'est que dans le cadre de la RGPD, en fait, il y a une analyse assez fine, donnée par donnée. On doit avoir sa date limite de consommation. Alors, donc, j'imagine que c'est presque une équation impossible parce que les outils, ça m'a l'air, je pousse des données, ça détruit. En revanche, le RGPD est beaucoup plus fin. Donc, comment réconcilier les outils et la réglementation RGPD? Est-ce que c'est une équation impossible ou comment faire s'assurer qu'on a les bonnes données qui sont détruites au bon moment? Ce qui est très important pour moi et que vous gardiez tous en mémoire, c'est l'angle d'approche. Il faut être ambitieux. Il faut tenter l'angle d'approche 360. C'est très ambitieux. Vraiment l'angle 360. Maintenant, clairement, et c'est ce que nous vous présentons là ici, les agences nous donnent des informations. La CNIL, l'ANSSI et la CNIL, les deux, moi je disais en premier, la CNIL nous dit concevez une procédure sécurisée de destruction des données. Et puis elle nous dit aussi purger régulièrement et ne mettez pas au rebut ou en cession ou en transfert, on va dire, d'un service à un autre, même d'un salarié à un autre, un poste informatique qui n'aura pas fait l'objet, on va dire, d'une purge efficace. Et là, on ne va pas parler forcément Eraser, DIBAN et autres solutions, mais on va parler fragmentation des espaces disponibles à la réécriture de façon à ce que tous les espaces et toutes les données soient bien définitivement détruites de tous les systèmes d'information. C'est ce qu'on va avoir. L'ANSSI, elle, nous dit moi, je suis en mesure et je suis en capacité d'accréditer un outil que je reconnais et qui peut être utile pour vous aider dans ces opérations de purge. Et quand on va sur son site, et là, on nous sommes promenés sur son site il y a quelques heures, elle présentait en accréditation un outil que vous voyez là apparaître. Cette accréditation est de 2008. Donc, Eraser, DIBAN sont des outils, encore une fois, qui sont très, très, très souvent shortlistés par les revues de spécialité et qui sont, sur lesquels on a véritablement une approche très contemporaine, très RGPD sur ces sujets de la purge. Oui, mais je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que quand on écoute la CNIL et l'ANSSI, on reste quand même un petit peu sur notre faim, sur la manière. Donc, c'est quoi la solution pour appréhender le sujet? Comment faire en sorte? C'est quoi la solution pour purger en toute conformité? Tu veux dire comment... Parce que tu m'as parlé de 360, en fait, je voudrais en savoir plus. Qu'est-ce que tu entends par... Comment mettre en place une procédure sécurisée de destruction des Exactement, données voilà. 360? Exactement. Je prends tous les termes. Voilà. Donc, alors, les approches... voilà. Donc, Humanisme, en tant que consultant RGPD, il est clair que on a accompagné un certain nombre d'entreprises sur toutes ces phases assez standards du RGPD, c'est-à-dire cartographier ces traitements, cartographier ces données, mettre en place les procédures. Mais clairement, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de mettre en place les process de purge et puis d'autres process qui vont vraiment pouvoir adresser tout ce qu'on va avoir en filigrane qui s'appelle le privacy by design. Le privacy by design, c'est pas nouveau. C'est très très ancien. Anne Cavoukian, de mémoire, a travaillé sur le sujet au siècle dernier. Vraiment au siècle dernier, et on a pas mal d'écrits dessus, donc grâce à elle et grâce aux personnes qui la suivent, et mon Dieu, je l'en remercie, on a vraiment énormément de recul sur cette pratique et c'est très intéressant. Alors le RGPD complète, le RGPD nous donne un angle d'approche. Quelque part, la donnée, elle est utile pour le métier, elle est utile pour les applications,
Les applications utilisent les données. Les applicatifs font circuler les données et donnent véritablement la cohérence entre les applications. Et puis, on a la technique qui arrive en socle, en plateau, pour porter le tout. Porter le tout, c'est une vision DSI. Donc, le DSI aura plutôt la vision technique et remonter progressivement vers le métier. Le RGPD dit non, on descend. On fait l'inverse. Article 5, partir du finalité. métier. Ouais, Voilà. D'accord. Donc, métier par métier, de regarder ce qu'ils consomment comme données et pendant combien de temps, c'est ça? Exactement. D'accord. L'article 5 du RGPD nous dit durée nécessaire compte tenu de la finalité. Finalité, c'est métier. D'accord. L'utilisation, c'est le métier. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la meilleure façon d'appréhender le sujet, c'est d'aller à la rencontre d'un DAF, d'une DRH, métier par métier, et de leur dire quelles sont les données que vous utilisez. Et c'est ça, de faire un audit très précis, métier par métier. Alors, disons quelque part audit métier par métier, il y a aujourd'hui les entreprises, et je pense que vous aussi, les entreprises ont leur registre des traitements. Et en face de chaque traitement, normalement, les durées de conservation, traitement par traitement, sont déjà indiquées. Alors, ces durées de conservation, la tendance est parfois de les faire valider par la direction juridique. Ne pas oublier de refaire une passe auprès des métiers qui pourront dire attention là, 1. Exemple, RH, on aura tendance à dire c'est 5 ans, dire tes informations doivent être conservées 5 ans après la date de ton départ. D'humanisme, on va parler que d'humanisme, 5 ans au-delà. Il s'avère que sur certaines professions, avec des personnes qui peuvent être exposées à certains risques, il y aura une obligation de pouvoir conserver ces données jusqu'à 10, 30 ans. On peut parler d'amiante, on peut parler d'exposition à des métaux lourds ou à des substances dangereuses. Il y a une obligation d'aller plus loin. Donc, ne pas hésiter à revenir vers le métier de façon à les challenger sur ces points-là. Le référentiel des durées de conservation, c'est le T0. Une fois qu'il est vu, une fois qu'il est établi, c'est le T0. Par contre, il va suivre tous les traitements. Et en face de chaque traitement, on va mettre des chapelets de données. Donc, ton nom, prénom, il est dans le traitement RH, dans le traitement paye, dans le traitement flux d'informations, communication, il est dans plein de traitements, ton nom, prénom. Et donc, on va le suivre comme ça. Plein de traitements, ça veut dire aussi plein d'applications. Là, ce qui va être intéressant, premier point, je vais jusqu'à la conclusion du premier point, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter de suivre ta donnée au RH, fermer la porte, aller au service paye, regarder ta donnée. Il faut voir le flux complet des données. Il faut être en flux. Il faut vraiment suivre la donnée. Exactement. De la source jusqu'à la date de destruction, il faut pouvoir la suivre et voir un petit peu où elle va dans tous ces états pour arriver en bout de course avec une proposition de durée de conservation dans les systèmes. Donc, la vision 360, DLC versus DLC, date limite de consommation versus data life cycle. Les deux fonctionnent ensemble. C'est pour ça que je parle beaucoup de vision 360. Les applications maintenant, beaucoup d'entreprises, on va dire, achètent des applications sur étagère, les mettent en place et ont bien souvent des éditeurs qui leur disent fully compliant GDPR, tout va bien. La purge est déjà intégrée. Mais la purge est complètement intégrée. D'expérience, ce n'est pas souvent le cas. D'accord. Donc, on ne peut pas faire confiance aux éditeurs là-dessus. Disons quelque part, le responsable de traitement, c'est ton employeur. On est toujours dans le SIRH. Hein. Le responsable de traitement, c'est ton employeur. C'est lui qui a besoin de tes informations. S'il fait confiance aveuglément, ça veut dire que soit il se met à risque. Je ne peux pas me défausser sur mon SIRH en disant j'ai acheté les RGPD compliant, la purge n'est plus mon problème. Non, en fait, ce que tu lui dis, c'est que ce serait très dangereux de procéder de la sorte. Voilà. Bon, on va prendre le
principe de la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, c'est le deuxième petit nom du RGPD et son article 28. Je fais un petit peu ma juriste de base, là. L'article 28 qui donne les obligations du sous-traitant vis-à-vis, et réciproquement, vis-à-vis de son responsable de traitement, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelque part, il faut l'auditer, il faut voir exactement ce qu'il a fait, et il faut voir comment il gère le RGPD, comment il gère la purge, comment est-ce que l'application, votre application SIRH, comment est-ce qu'elle gère la purge? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a suffisamment de passages en réécriture pour avoir, on va dire, une destruction efficace? Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une touche suppresse qui rend là aussi disponible en réécriture? Donc, ce sont des faux amis, ces solutions. Parfois, elles peuvent fonctionner, mais parfois, on peut avoir de mauvaises surprises. Il faut le vérifier. Vraiment, il faut le vérifier. Et il y a un autre point. Il ne faut pas oublier que la durée de vie de la donnée, Data Life Cycle, la durée de vie de la donnée, c'est j'arrive en base active et puis je passe en archivage intermédiaire. L'archivage intermédiaire, il a des règles techniques, il a des contraintes sécuritaires qui sont assez fortes. Il faut là aussi les respecter. Est-ce que vos applications proposent toutes un archivage intermédiaire qui est acceptable et qui est conforme aux règles que vous avez dictées que vous évaluez comme acceptables pour les données que vous confiez à cette application? C'est très important. Il faut être critique par rapport à ça. On peut faire confiance, mais avant de dire « j'ai confiance », il faut vérifier. C'est ce que demande le RGPD. Donc là, on va basculer un saut phénoménal de l'article 5 vers l'article 28, mais c'est absolument nécessaire. Que fait cette application? Est-ce que ça correspond à vos exigences en termes de base active, archivage intermédiaire et qualité de la purge, qualité de la destruction? Peut-être juste préciser pour nos internautes que nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes chez Humanis en direct sur le sujet de la purge des données personnelles dans le cadre du RGPD. Et donc, bien entendu, si vous avez des questions, on les prendra à la fin du live. Mais en t'écoutant, je t'entends. Alors, attends, excuse-moi. Là, on a vu le métier. Ouais. Ensuite, on a vu les applications. Ouais. On va descendre aux applicatifs. Donc, les applicatifs auront une problématique technique vraiment très similaire à l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a vu les applications qu'on a fait le tour de la question. Et ensuite vient vraiment la strate technique. Qu'est-ce que je choisis, où je vais, quand je vais. Le but est ici d'avoir une cartographie précise de ce que fait le métier, de ce que font les métiers, Vision 360 et cycle de vie complète des données, ce que font les applications, cette fois-ci pour le coup, pas une vision 360, application par application, mais en analyse et en interprétation de l'ensemble de ces cartographies, je dois être en mesure de pouvoir identifier le flux complet des données entre les métiers, entre les applications, au niveau des applicatifs, et pouvoir qualifier chacun d'entre eux. Et là, à partir de là, je serai en mesure de dire, avec mon architecte, avec mon urbaniste, je serai en mesure de dire que ma solution Eraser d'IBAN autre, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Et c'est à ce moment-là que j'appuie sur le nom-prénom. En toute sécurité. Là, j'ai ma vision 360 et je suis serein. Oui, mais je ne veux pas être désagréable, Patricia, mais cette vision 360, ok, on part des métiers, mais c'est titanesque. Je me mets à la place d'un DSI, mais est-ce que si on doit aller se payer, entre guillemets, tous les métiers, d'aller voir leurs applications, leurs données, ça me paraît colossal. Est-ce qu'il y a, alors tu me vois venir, mais est-ce qu'il y a des outils quand même aussi là qui permettent de gagner du temps, de faire un peu une partie du travail? Alors, il y a quelques outils qui sont véritablement aidants, hein, et là aussi, ils fleurissent un peu sur le marché. Là, ça, je pense que les slides seront mises à disposition. Oui. Voilà, donc juste entre deux, pour balayer, vous avez sûrement déjà mis en place le référentiel. Et voilà, des référentiels, des référentiels de données. Ouais. C'est un moyen assez constant de s'appuyer sur un référentiel. Donc, il y a les exigences d'un référentiel.
Le référentiel vient au service d'une infrastructure de données. Tu as dans l'infrastructure, eh bien, tu as l'ensemble de tes applications applicatives tu vas pouvoir, au niveau d'un référentiel, gérer les données, la circulation des données dans cette infrastructure. D'accord. Alors, tu fixes toi-même les exigences de ton référentiel. Ça peut être juste un catalogue assez simple de l'ensemble des données où tu vas les classer en sécurité, non sécurité, ici, ici, ici et là. Et puis, tu peux être plus exigeant. Le référentiel peut commencer à adresser les contraintes RGPD. On parle de la purge, mais le RGPD dit aussi que la donnée doit avoir son stop and go en termes de consentement, si une utilisation, bien sûr, est axée sur le consentement. Tu as donné ta photographie à Manis. Pour 3 ans, généralement. La photographie, c'est du consentement. Tu dois pouvoir actionner un stop and go. C'est une mauvaise question, c'est pas donc, on va pouvoir, voilà, c'est du consentement. Ce n'est pas une donnée obligatoire pour la gestion du personnel. Donc, ça doit vraiment pouvoir s'appuyer sur le consentement. Donc, doit pouvoir gérer ça et devrait pouvoir gérer de façon native, c'est-à-dire à l'entrée dans l'infrastructure, la date de début du passage en base active, du passage de la base active vers l'archivage intermédiaire, et puis ensuite les conditions de destruction. Et on pourrait très bien avoir en conditions de destruction, selon qu'on est sur une donnée professionnelle simple. Je suis désolée, mais ton nom, prénom au sein d'Humanis, c'est professionnel simple. Un niveau de destruction moyen, et puis dès qu'on arrive sur les données à haute sensibilité, passer peut-être sur un niveau de destruction supérieur, en fonction du nombre de repassages, de la mise au rebut, des exigences en termes de vérification et contrôle, en termes de mise au rebut des systèmes, et ainsi de suite. Donc, le référentiel est une des premières approches, et il est extrêmement facilitant pour mettre en place quelques solutions qui existent sur le marché par ailleurs. D'accord. Donc, dans cette chasse à la donnée, la chasse à la donnée qui a dépassé, périmé, donc il y a des outils qui. C'est quoi l'idée? C'est qu'ils scannent, c'est qu'est-ce qu'ils font ces outils? Ils scannent notre système d'information, ils remontent des alertes, tiens, cette donnée est périmée, c'est ça l'idée? J'ai l'impression que tu n'as pas quitté ta grande surface. Ah, non, mais sur le bip. Mais c'est ça la logique ou c'est plus. C'est quoi l'esprit de ces. Alors, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire que moi, je suis consultant sur les aspects réglementaires de protection de données je contemple ce qui arrive aujourd'hui sur le marché en termes d'outils. Donc, en termes d'outils, on est tous à peu près au même constat et là, on commence à avoir, avec cette mise à disposition d'outils, des réactions à ces constats. La difficulté, les réponses répondent aux questions suivantes ou aux problématiques suivantes. Comment identifier les données dans les systèmes de façon fiable et comment pouvoir faire en sorte que chaque donnée identifiée dans un système puisse être tracée intégralement dans l'ensemble du ou des systèmes d'information et comment faire en sorte que des processus soit de stop and go si on est en gestion de consentement, soit de destruction ou de passage en archivage. Passage en archivage, c'est une extinction d'un certain nombre d'accès, puissent s'opérer de façon naturelle, privacy by design, complètement naturelle dans les systèmes d'information. Donc, on va avoir des solutions de data governance ou data governance qui vont être facilitants pour l'élaboration d'un data catalogue performant. C'est qu'on va au-delà du référentiel, on a un data catalogue qui est capable d'adresser, y compris par exemple la position dans le registre des traitements de la donnée. C'est-à-dire que ça pourrait aller directement alimenter le registre de traitement. On va avoir donc la mise en place de référentiels, mais de référentiels très augmentés. Et ces référentiels vont intégrer, comme je le disais, je ne vais pas revenir peut-être détailler à nouveau le référentiel, mais pas simplement identifier la donnée et la préciser, je ne sais pas, pour avoir de la donnée qualitative. Par exemple, tu as des référentiels qui ont des fonctions premières
de faire en sorte que les données communiquent proprement d'une application, d'un applicatif à l'autre. C'est-à-dire, nom, prénom, c'est toujours en minuscule, première lettre en majuscule, on interdit tel type de caractère, tu vois, véritablement juste de la communication intersystème. L'interopérabilité. Voilà. Là, on peut mettre en place un référentiel qui va un petit peu plus loin, qui va dire non seulement c'est ça, mais en plus. On a de plus en plus d'outils qu'on va qualifier comme étant du Master Data Management. Là, ils se positionnent sur le système d'information et ont la possibilité, bien évidemment, de tracer les données, dire qu'ils sont vraiment assez globaux. Alors, tous ont des avantages, des inconvénients. Un mix du tout, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais c'est sûrement possible. En tout cas, clairement, cette vision d'analyse du contexte préliminaire, savoir où sont, comment, quoi, quand, comment, en préliminaire, c'est assez important avant de s'orienter vers le choix d'une solution. D'accord. Et une quatrième possibilité qu'on a vue avec certains de nos clients, c'est la mise en place complète d'une plateforme de conformité. C'est-à-dire que ça va, la plateforme de conformité, sous une forme de portail, renvoie vers les applications, soit une application maître, soit plusieurs applications avec constitution d'un point d'entrée qui couvre le tout. Et la plateforme, créée vraiment ex nihilo, permet d'adresser l'ensemble des points. Alors, c'est possible quand on est sur un circuit assez fermé. Sinon, on est obligé de partir sur d'autres axes. Je comprends qu'il y a des outils. Bon, il faut se faire accompagner, là. C'est tout l'intérêt de sociétés comme les nôtres, d'avoir des experts indépendants qui, en fonction de l'état des lieux d'un audit, vous sauront vous guider vers tel ou tel outil. Je vois que tu parles aussi de POC, hein, ça c'est bien entendu. Preuve de concept. Ouais, c'est vrai qu'on prend des raccourcis. Ouais, tester, de faire des opérations bac à sable. Mais ce que je comprends, c'est quand même que ces outils, ils ne font pas tout. Au final, et je crois que c'est un peu ta conclusion. Je vais passer sur le site parce que ça te permettra de. Ces outils ne font pas tout. Mais toi, quels sont tes constats un peu en tant qu'expert? Alors, c'est vraiment intéressant d'être en live comme ça pour pouvoir partager avec toi, avec vous, un retour d'expérience. Alors, ce retour d'expérience, c'est pas moi toute seule. Hein. Encore une fois, il y a énormément de communication entre consultants qui font le même métier que moi, donc chez Humanis et même en dehors d'Humanis. Ce qu'on constate de façon assez reproduite, c'est que ce process de purge, il est conduit par les entreprises avec, de façon reproduite, hein, les écueils suivants. L'évaluation à la base, eh bien, elle est mal faite. C'est sous-évalué. On a très très souvent des entreprises, et même de taille importante, c'est pas forcément de petite taille, même de taille importante, qui arrêtent le process à la finalisation d'un fichier Excel avec des durées de conservation. D'accord. Alors que c'est le début? Oui, voilà, et c'est là que ça se passe. Et puis, un autre écueil aussi, c'est de concevoir son programme de mise en conformité RGPD en suivant le cycle de vie des données. C'est-à-dire, je commence à la source, ensuite je vais voir dans les applications, les métiers, et ainsi de suite. Et puis, je traite la question de la destruction tout au bout. Il n'y a plus de budget. Les équipes sont épuisées. Plus personne ne veut ouvrir un fichier Excel ou un questionnaire. Plus personne n'a de temps disponible pour aller sur une réunion. Et pour autant, il y a encore beaucoup à faire. Donc, cette sous-évaluation, et c'est ce moment aussi où les sponsors, c'est-à-dire les directeurs qui appuient le projet, commencent un petit peu à dire c'est long, c'est coûteux,
ça ne va plus. Et si on arrive en bout de projet en disant, ben, il y a encore ça à faire, voilà, ça passe pas très très bien. Donc, il faut l'anticiper, la purge, dès le début. D'accord. Il faut l'anticiper dès le début, le plus tôt possible. Et ce qui est assez efficace, c'est de commencer même sa cartographie, c'est-à-dire la conception de son registre, avec en tête, attention, il va y avoir la purge. Attention, je dois poser des questions pour me préparer à non pas voir où va ce traitement-là, mais ces données, où vont-elles de façon transverse. Donc là aussi, on va travailler sur les référentiels et les normes de construction du registre de façon à vraiment se doter d'un bel outil qui va faciliter tout ça. Et vraiment, cette conception est très importante. Alors, en conduite de projet, une conséquence de cette sous-évaluation du projet, oui, et de son importance et de son coût, ça se répercute sur la conduite même du projet. On avance par à coup. On met des petites bribes d'une procédure et puis on commence à la mettre en œuvre et puis on va la poursuivre un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. Mais cette segmentation, cette avancée par à coup en escalier génère une hétérogénéité dans la mise en pratique. Et c'est presque plus complexe après à réparer. D'accord. Et le dernier point aussi qu'on a constaté, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la confiance dans l'éditeur. La confiance dans l'éditeur. Ouais. L'application, j'ai acheté l'application, ouais. C'est bon. Ah oui, c'est de croire que l'éditeur nous apporte la solution, alors qu'en fait, il y a d'énormes trous dans la raquette. Exactement. Ouais. Ce sont des fausses pistes. Exactement. Ouais. Donc, sur les qualités de l'archivage intermédiaire, les qualités aussi de la modulation. Ça existe ce mot, modulation? Je ne sais pas. Pardon. Donc, moduler la capacité de moduler les accès qui pourraient peut-être permettre une mise, on va dire, en archive intermédiaire, on va dire, pas acceptable, mais au moins un intermédiaire faisable, même bien souvent, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment des sujets. Et confiance aussi donc, dans les applications, mettre le point sur confier à un prestataire la réalisation complète, externaliser, par exemple, une fonction d'infogérance et se déclarer en pleine confiance sur l'infogérant. Attention, depuis le 27 avril 2016, l'entreprise qui collecte des données pour ses besoins est responsable des traitements. C'est elle qui doit vérifier si c'est correct, si ce que son prestataire fait est correct. Ça lui appartient de le vérifier. Il ne s'agit pas de désengager sa responsabilité. Mais si je t'écoute bien, bon, c'est pas simple, hein, la purge des données, mais si on prend le sujet par le bon bout, c'est faisable. Hein, restons positifs quand même. C'est toute une question de méthodologie en fait. Et voilà, exactement. Mais question de méthodologie, ça peut être intéressant déjà dans un premier temps de mettre à plat tout ce qu'on a déjà fait, le registre. Quand je parle de registre, je parle du registre RGPD, du registre des traitements de données, qui est une obligation pour la plupart des entreprises européennes. Ce registre, qu'est-ce qu'il me donne comme information? Quelles sont les informations utiles pour me permettre d'entamer, de façon surtout à ne pas courir le risque de refrapper à la porte des métiers, de reprendre et de, on va dire, donner l'illusion qu'on repart à zéro. Ça, ce serait extrêmement démobilisant pour l'entreprise et puis pour l'effort de mise en conformité. D'accord. Alors, je ne sais pas si... donc, on va prendre des questions. Merci. Je vois, il y a beaucoup de questions, parce que c'est vrai que nous, c'est notre premier live, il faut le dire. Donc, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des... Quand il y a des questions, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc, je vais te les lire. Donc, tu n'as pas de joker, hein, je tiens à te le préciser. Je ne peux pas faire appel à un ami? Oui, mais il ne faut pas que ce soit moi, parce que sinon... Alors, est-ce que vous disposez d'offres de stage dans le domaine de la data science et IA?
Alors, Humanis doit sûrement pouvoir proposer ça. Moi, je recommande à la personne vraiment d'aller sur le site Humanis et de poster Oui, mais la réponse c'est oui, directement. hein, parce Ouais. qu'on a deux practices, data science Mm. et IA, Tu vois que je peux faire appel qu'on à a un ami, distingué. Là, tu tu peux. vois? Et donc, ce sont deux sujets d'expertise pour Humanis. Et on prend régulièrement des stagiaires et alternants. Donc, la réponse est oui. Il faut peut-être nous adresser en message privé là, sur LinkedIn, nous envoyer vos coordonnées, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Est-ce possible de lier ces outils sur une base de données dans le cadre d'une automatisation avec des règles strictes d'effacement un peu custom? Alors, bien évidemment, le paramétrage est complètement possible. Il y a des outils, qu'on soit en master data management, en data governance sur un data catalogue. Vous pouvez l'avoir on-premise ou en SaaS. Et on-premise, les paramétrages vraiment sont clés et essentiels. Alors maintenant, encore une fois, urbanistes, architectes, soyez au rendez-vous et travaillons ensemble sur le meilleur positionnement, l'optimisation dans vos systèmes et en fonction de votre propre architecture. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et l'avantage de ces produits qui arrivent, qui se créent, c'est on est dans un phénomène champignon, mais extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on a des développeurs très à l'écoute et très dans le besoin de vos enjeux. Avant de parler RGPD, c'est quoi une donnée personnelle? Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier ou de réidentifier un individu. Si je dis Cyril Caratero, je t'identifie. Si je dis 12 rue Molière à Paris, tu connais mon adresse? il y a un immeuble, je ne peux pas t'identifier. D'accord. Si par contre 12 rue Molière à Nice, c'est un pavillon, tu vois, tu viens de une villa avec piscine, une villa, et bien là, je peux t'identifier parce que j'ai le moyen de remonter à toi. D'accord. Il y a ce qui est identifiant et réidentifiant. D'accord. Comme quoi la question, comment vérifier que les entreprises respectent cette obligation? Comment le vérifier? Depuis le 27 avril 2016 et en pleine sanctionnabilité 25 mai 2018, l'entreprise, on est en changement de paradigme. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus censée attendre que la CNIL vienne la contrôler pour vérifier sa conformité. Elle est censée mettre en place elle-même, dans ses gènes, dans son ADN, dans ses process, les moyens de vérifier au moins une fois par an qu'elle est bien conforme sur ses traitements et sur ses habitudes. Alors, le texte dit que l'ensemble des traitements doivent être audités au moins une fois tous les 3 ans. Ce qui veut dire que en code mal taillé, c'est un tiers par an, mais les process eux-mêmes, les process de collecte, sans auditer les traitements, la façon dont on gère la donnée, dont on l'utilise, elle doit faire l'objet d'audit et de vérification permanente dans l'entreprise. Ça doit être un sujet de votre contrôle interne ou de votre audit interne. Pour être conforme RGPD, que peut-on mettre en place en termes de sécurité, outre le chiffrement de toutes les données nominatives et le délai de suppression? Alors, l'ANSSI vous donne énormément d'informations sur ce sujet et peut-être qu'on mettra les liens sur les slides pour que vous puissiez y aller. Clairement, il y a certaines données sensibles utilisées dans le cadre de traitements sensibles pour lesquels le seul chiffrement, par exemple, ne sera pas suffisant. On va parler aussi de cloisonnement, on va parler de contrôle d'accès, de vérification. On a un chapelet très intense et très long de mesures de sécurité qui sont recommandées par la CNIL. Et attention, il bouge énormément parce que depuis 1 an, et le contexte actuel vraiment le favorise, il y a de plus en plus de cyberattaques, de plus en plus sophistiquées,
des pirates qui mettent à mal beaucoup d'entreprises en les mettant même en difficulté de fonctionner, certaines en incapacité de fonctionner, ce qui veut dire que l'ANSSI révise très régulièrement l'ensemble de ces critères. Donc, ne prenez pas pour acquis une réponse rapide, vraiment, mettez-vous en lien ce site de l'ANSSI où elle donne et upgrade, enfin vérifie régulièrement ses recommandations. C'est très important en ce moment avec l'intensification du télétravail. On entend parler tous les jours. Très, très important. Qu'apporte le RGPD par rapport à la directive de 1995 avec le droit à l'oubli? Alors, le droit à l'oubli, droit à l'effacement, c'est les mêmes, c'est vraiment une réplique. La directive 95 a ouvert la porte de la réflexion à tout ce qu'on appelle oubli numérique. Ce qui veut dire que j'aurais envie de dire que dans le texte et la directive 95 et le RGPD aujourd'hui, on est sur une rédaction assez similaire. Tout individu a le droit à demander l'effacement de ses données, sauf si tac. On ne va pas faire une récitation. Par contre, dans sa compréhension et ce qui l'emmène comme contrainte et ouverture, c'est beaucoup plus large. Et j'invite aussi la personne qui a posé cette question à ouvrir les questions sur tout ce qui est e-privacy. Le règlement e-privacy qui n'est pas encore signé, mais qui arrive à nos portes. Le relisez, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez-le, le e-privacy. On est sur une notion et du consentement et du droit à l'oubli qui est très étendue aujourd'hui et on pourrait passer beaucoup de temps à discuter de la capacité ou non à mettre en place l'oubli numérique. Alors, est-ce possible de contourner ces règles RGPD pour garder ces données plus longtemps? Exemple, conditions d'utilisation spécifiques à chaque site ou application qu'on trouve partout sur Internet et auxquelles on est souvent obligé de répondre oui. Alors, si vous êtes obligé de répondre oui, il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. mais oui, vous avez raison. La CNIL, au niveau des cookies, c'est tout ce qu'il peut y avoir. La CNIL a envoyé un message très très fort il y a de cela 1 mois et demi en précisant que l'obligation du consentement et de la mise en place d'une plateforme de gestion des consentements cookies, c'est une obligation et ce sera regardé de très près par la CNIL à partir de demain, 31 mars, donc dépêchez-vous. Ouais. C'est vite, ça arrive très très vite. Maintenant, solution de contournement, moi en tant que consultant, et clairement ce que je dis généralement au métier, c'est que rien n'est interdit en soi. Par contre, il faut pouvoir démontrer que c'est nécessaire. Si vous pouvez démontrer que l'utilisation et conserver, c'est aussi utiliser, c'est nécessaire, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'expliquer aussi aux personnes concernées en quoi c'est nécessaire et bien soit de remonter en consentement pour leur demander, soit, on va dire, s'appuyer sur une durée légale ou une durée légale augmentée. Mais attention, voyez votre DPO et formalisez avec lui l'argumentaire de démonstration de la nécessité. À quand une uniformisation internationale RGPD? Car les USA et les Asiatiques n'ont pas la même conception de la limite de temps des données sur 24 mois. Je suis complètement d'accord. Je suis vraiment complètement d'accord. En plus, le Privacy Shield n'est plus un shield. Donc, on est sur une zone, une shadow protection dès que ça sort de l'Europe. Soyons exemplaires, soyons véritablement éthiques au niveau de l'Europe. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et moi, ce que je peux dire, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, ce que je peux dire, c'est que depuis l'arrivée du RGPD, il y a une conscientisation des individus sur la valeur de leurs données qui était, on va dire, affleurante au début, mais qui est de plus en plus visible. Je trouve ça sain. Et je n'ai pas du tout envie de voir mon pays, démocratie, comparé à une dictature.
Je n'ai pas du tout envie et je suis contente d'habiter en démocratie. Très contente. Donc, je suis DSI d'un grand groupe international. Donc, la purge, je dois l'appliquer forcément en Europe, mais pas forcément auprès de mes filiales implantées au bout du monde. Non, c'est ça? Alors, il y a énormément d'arguments autour Ouais. de ça, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on n'arrive pas à signer tous les accords internationaux qu'on voudrait. Le RGPD dit dans ses considérants que ça s'applique à toutes les entreprises qui exercent en Europe. Tu crées une entreprise en France, tu dois suivre la règle française, la loi française, mais la loi européenne aussi. Et puis, ça va s'appliquer à toute entreprise qui utilise des données de résidents européens. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir, dire si tu achètes quelque chose en Chine, Ouais. on va t'appliquer ta TVA. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça doit être pareil pour les données. D'accord. Mais la Chine ne voit pas les choses sous le même angle et Google non plus. Non, je me permets cette plaisanterie. L'utilisation d'API REST serait-elle nécessaire pour faciliter les traitements et la sécurité des données qui vont interagir avec les différentes plateformes? Alors, les API sont véritablement une solution. Maintenant, leur robustesse, leur capacité à pouvoir adresser, on va dire, des données sur l'ensemble de leur flux entre tous les applicatifs et applications. Rappelle-toi, ton nom, il arrive au niveau du CV et il sort 5 ans après pour la gestion du personnel, mais 2 ans pour ce qui est peut-être de newsletter ou de service communication. Si tu es en contentieux, ça peut rester beaucoup plus longtemps, et ainsi de suite. Donc, la capacité d'une API à toucher véritablement l'ensemble des applications en temps réel, ça peut être... faites-vous conseiller. Ça peut être une solution, ça dépend bien évidemment de la taille et du nombre d'applications à interconnecter, mais faites-vous conseiller sur ce point-là. J'ai une dernière question, mais c'est une question que j'ajoute, parce que c'est vrai que parfois on va dans des départements, il y a des placards de papier, d'archives papier, avec très certainement des quantités de données personnelles. Mais là, quid de la purge? Comment ça se passe? Ça fait partie du périmètre parce que ça reste de la donnée personnelle. Alors, j'ai eu une vie avant Humanis, donc fort heureusement, ça ne concerne pas aucun client d'Humanis. Mais sur une activité de conseil, je suis rentrée dans un service marketing qui voulait savoir vraiment comment gérer ses consentements, ses opt-in, opt-out. Et la personne avec laquelle j'ai échangé était assise à son poste de travail. Il y avait une armoire derrière elle, et tout en haut, il y avait plein de boîtes archives. Carte bleue acheteur. D'accord. Mais je reviens cette nuit. Mais malheureusement, ça existe toujours. Ça existe. Et puis, le sentiment que parce que c'est dans l'entreprise, ça ne risque rien, le placard est ouvert, je suis là, je le vois. Il ne faut pas oublier que la donnée personnelle est dans les papiers. Aussi, et si je mets le nom sur la boîte, quelque part, ça peut être très, très incitatif. Donc, ça existe. Et bien évidemment, le RGPD ne s'arrête pas à l'informatique, ne s'arrête pas aux données numériques. Il prend tout. D'accord. Patricia, je tenais, donc c'était notre premier live, donc tu as essuyé les plâtres, mais je trouve que moi je t'ai trouvé brillante, alors je ne sais pas si, j'espère que nos internautes auront le même aperçu, mais je tenais à te remercier très sincèrement de t'être prêté au jeu. Je remercie aussi tous nos auditeurs, tous nos abonnés qui nous ont suivis. J'espère que ce live aura répondu à vos attentes. Je remercie aussi l'équipe marketing et com qui a œuvré. Ils sont juste derrière là, mais derrière ils ont fait toute la mise en scène. Donc merci à toute mon équipe. Et puis moi je t'avouerai que ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau live, probablement autour de la data, mais ça peut être aussi du digital,
L'infra, on verra. C'est des sujets qui vous préoccupent le plus. Mais voilà, un grand merci à vous. Et puis en attendant, restez connectés et à bientôt. À bientôt.